Bonjour et bienvenue au webinaire sur l'inclusion scolaire. Alors, pour introduire cette série de 3 webinaires, il y aurait matière à débattre sur la question de l'égalité, de l'équité et surtout de l'inclusion, puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons pensé du coup que cette illustration d'Epsilon à l'école illustrait quand même pas mal ce vers quoi nous tendons et en tout cas ce qui va être abordé lors de ces 3 prochains mercredis. Donc, est-ce que la vraie question, ce serait pas plutôt comment aller vers une normalisation des adaptations? Donc, au cours des 3 prochains webinaires, nous allons tenter de mettre en lumière les ponts vers une meilleure inclusion à travers des témoignages de parents et de professionnels, des retours d'expérience. Évidemment, nous avons conscience des difficultés actuelles, des manques qui existent et des tensions que tout ça implique. L'objectif de ces webinaires, comme celui de nos journées habituelles, est plutôt de mettre en lumière des acteurs du territoire afin de connaître ce qui se passe chez nous, dans notre région, et puis de donner des idées aux uns et aux autres pour nous permettre d'avancer vers du meilleur. Donc, tâchons de rester courtois dans nos échanges et de nous attacher à rendre visibles surtout les dispositifs existants ainsi que leur progrès. Donc, au programme de ces 3 prochaines semaines, nous allons commencer par l'inclusion en maternelle aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons de l'inclusion primaire et puis nous terminerons par le collège. Chaque session fera intervenir 3 professionnels ou des parents qui interviendront et nous vous proposerons un temps de questions-réponses à la fin des 3 intervenants. Vous pouvez poser vos questions tout au long des interventions, nous y répondrons à la fin. Les questions, vous pourrez les poser dans le chat qui se trouve quelque part en bas de votre écran, je pense. Voilà, alors nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions, mais on a tout un staff qui s'active en coulisses et qui va tenter de synthétiser au mieux vos questions, de manière à ce qu'on puisse répondre au maximum. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Céline Sicard, qui est enseignante spécialisée au Centre Ressources Autisme et qui va nous parler de l'inclusion en maternelle. Oui, bonjour. Du coup, je vais partager mon diaporama. J'espère que ça va fonctionner. C'est bon pour vous? Oui. Donc, je me présente, je suis Céline Sicard, enseignante spécialisée rattachée au MPEA Perplantade, au Centre de ressources autisme et à l'hôpital de jour, dans le service du professeur Bagdali. Et j'interviens dans les écoles des patients qui sont pris en charge à l'hôpital pour faire le lien entre l'école et l'hôpital et leur parcours scolaire. Et auparavant, j'ai été coordonnatrice en unité localisée d'inclusion scolaire maternelle autisme, avant la création des unités d'enseignement maternel autisme, et également enseignante en classe ordinaire en maternelle. Donc, en ce qui concerne l'école maternelle inclusive, dans un premier temps, je vais vous parler du pourquoi l'école inclusive, et je présenterai rapidement quelques textes de loi. Ensuite, du comment, avec la mise en œuvre du service public d'école inclusive au niveau de l'éducation nationale. Ensuite, je soulignerai l'importance du lien avec les différents partenaires, notamment avec les familles. Et enfin, j'évoquerai les obstacles rencontrés sur le terrain par les enseignants et les leviers pour une école inclusive de demain. Donc, le pourquoi et les textes qui fondent l'école inclusive. Entre 2006 et 2020, l'effectif des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires a été multiplié par 3. La scolarité des élèves en situation de handicap constitue donc une priorité nationale. Donc, on peut parler des lois de février 2005 et de juillet 2013 qui ont eu pour objectif de faire évoluer l'école vers une école plus inclusive et surtout plus accessible pour tous les élèves sans aucune distinction. L'un des objectifs majeurs de la loi récente du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, c'est de promouvoir une école plus inclusive avec la mise en place du service public d'école inclusive.
Donc, cette loi, elle instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans, ce qui implique que l'école maternelle, elle doit se rendre accessible pour tous les élèves, en prenant en compte leur singularité, leurs besoins éducatifs particuliers. Et aussi, il y a une première visite médicale qui est faite par la PMI et qui est rendue obligatoire pour les enfants entre 3 et 4 ans afin de dépister les troubles de santé. Cette visite médicale, elle doit permettre la surveillance du développement psycho-affectif et neurodéveloppemental de l'élève. Une attention particulière est donc portée aux difficultés d'apprentissage qui sont rapportées par les enseignants ou par les familles. Donc, cette démarche, elle favorisera certainement le diagnostic et la prise en charge précoce des troubles du neurodéveloppement, le lien avec la plateforme de coordination et d'orientation, comme cela est préconisé dans la stratégie nationale pour l'autisme au sein des TND. Donc, un besoin de scolarisation qui est évoqué aussi dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des TND, qui donne des préconisations et qui partent des besoins des élèves TSA et des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, notamment avec l'intervention précoce auprès des enfants qui présentent des différences de développement afin de limiter le surhandicap, d'où l'importance de cette scolarisation en maternelle, de cette visite médicale et du lien avec la plateforme de coordination et d'orientation. Ensuite, elle vise aussi le rattrapage du retard en matière de scolarisation. Elle préconise la scolarisation en maternelle de tous les élèves avec un trouble du spectre de l'autisme, en faisant intervenir en classe des équipes médico-sociales ou libérales en soutien aux équipes pédagogiques. Elle préconise de tripler le nombre d'unités d'enseignement maternel autisme, de garantir un parcours fluide et adapté aux besoins des élèves. Et elle met en avant le besoin de formation et d'accompagnement des enseignants avec pour objectif de renforcer les équipes ressources avec les professeurs ressources autisme et de développer des actions d'information et de sensibilisation auprès des professionnels. Maintenant, on peut évoquer le comment avec le service public d'école inclusive qui précise les actions et les moyens qui sont actuellement en cours de mise en œuvre. C'est assez récent et je vais en lister les grands axes. Donc, il y a le rôle des PIAL, des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, qui est de mobiliser l'ensemble des personnels pour identifier les besoins des élèves et de coordonner les moyens d'accompagnement humain des élèves. Ensuite, le deuxième point, c'est de mieux accueillir les parents, de mieux scolariser les élèves pour garantir un accueil serein dans les établissements. Donc, en effet, on sait que l'accueil d'un élève en situation de handicap, ça nécessite une réflexion partagée en équipe, une préparation en amont au sein de l'ensemble de l'institution scolaire et en lien avec les parents, les professionnels du médico-social, de santé, la crèche qui accueille l'enfant. Le projet d'inclusion d'un élève, il concerne tous les acteurs de l'école et ses partenaires, pas uniquement l'enseignant de la classe qui va accueillir l'élève pendant une année scolaire. Donc, il est indispensable de faire le point sur les besoins de l'élève, ses particularités de fonctionnement, son profil sensoriel, ses outils de communication, etc. Donc, dans la réflexion sur l'accueil et le suivi des élèves, le décret très récent là, du 29 septembre 2021, il a permis le déploiement d'un livret de parcours inclusif, LPI, pour l'instant qui est sur 4 académies et qui devrait bientôt se généraliser sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce livret, rempli en présence des différentes parties et surtout en association avec les familles, il doit permettre la mise en place rapide et effective des aménagements et des adaptations dès l'identification d'un besoin éducatif particulier. Il doit permettre la simplification des procédures de renseignement des différents plans, notamment des GBASCO, des PPS, et la circulation des informations entre l'école et la MDPH. Ensuite, il existe aussi des cellules nationales et départementales d'écoute inclusive qui permettent d'informer les familles sur les différents dispositifs, le fonctionnement du service public et de répondre aux familles sur le dossier de leur enfant. Ensuite, on peut parler de cette circulaire qui a également comme axe de reconnaître le travail des enseignants et de les soutenir, de déployer une offre de formation accessible. Donc, il y a eu la mise en place depuis 2 ans de la plateforme Cap École Inclusive qui propose aux enseignants et aux AESH des ressources pédagogiques simples et fonctionnelles qui leur permettent de disposer de points d'appui, de références, de conseils. En lien avec la stratégie nationale, on note le déploiement des professeurs ressources dans chaque département.
pour l'accompagnement sur le terrain et les formations. Dans le département de l'Hérault, il existe aussi des équipes départementales d'aide à l'inclusion et depuis l'an dernier, des équipes mobiles d'appui à la scolarisation en soutien aux équipes pédagogiques lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Ensuite, les deux derniers points, c'est de structurer la coopération entre les professionnels et renforcer le lien entre l'éducation nationale et le médico-social, avec la mise en place d'unités d'enseignement externalisées, de dispositifs d'autorégulation, l'accompagnement par des CESAD ou le pôle de compétences et de prestations externalisées, le PCPE, qui permet d'éviter les ruptures de parcours. Et le dernier point, c'est de renforcer l'appartenance des AESH à la communauté éducative. Et cette circulaire, du coup, met en avant l'importance du lien entre l'enseignant et les AESH, dont le rôle est vraiment primordial dans la scolarité des élèves TSA. Donc, si on évoque du coup les partenaires et les différents partenaires, il faut souligner du coup l'importance de faire le lien entre ces partenaires autour du projet d'inclusion de l'élève TSA, de définir les missions de chacun, car la réussite du projet et de la réussite scolaire de l'élève, ça dépend essentiellement de la qualité de cette collaboration entre les différents acteurs de la scolarisation et notamment celle entre l'enseignant, l'accompagnant et les parents. Donc, les principaux partenaires, ce sont les parents et les AESH. Il est indispensable de prendre en compte l'importance du lien avec les parents, qui sont les premiers experts et qui connaissent le mieux leur enfant. Il faut mettre en place des outils de communication qui facilitent la liaison régulière et programmer des réunions périodiques pour faire le point sur les difficultés rencontrées et aussi sur les progrès observés à l'école, dans les différents lieux de vie, afin de réajuster ensemble les aménagements proposés. Il est aussi essentiel de travailler en anticipation, préparer l'élève à un changement, par exemple une sortie scolaire ou l'introduction d'un nouvel apprentissage, de planifier. Donc, ce partenariat avec les familles, il permet aussi de faciliter la généralisation des acquis, de partager des outils d'adaptation, de renforcer la cohérence entre les différents accompagnements et aussi de sensibiliser les élèves, développer la bienveillance de chacun. Ensuite, dans le cadre du lien AESH à enseignant, il est nécessaire de favoriser la connaissance mutuelle et de formaliser les missions de chacun. On peut s'appuyer sur le référentiel d'activité, par exemple, et sur le document de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation pour discuter des interventions respectives et de permettre d'optimiser cette collaboration. Les missions, elles sont susceptibles d'ajustement, donc comme pour les familles, il faut instaurer un dialogue régulier, planifier, anticiper et surtout se doter d'outils efficaces et partagés pour la transmission réciproque des informations. Ensuite, on peut maintenant évoquer les obstacles et les leviers pour aller vers l'école inclusive de demain. Donc, dans les obstacles, je parlerai dans un premier temps du temps de concertation avec les différents partenaires. Donc, on vient de le voir, il y a un besoin évident de temps pour faire ce lien et l'organisation des temps de travail de chacun, c'est un obstacle. Ensuite, on peut évoquer le fait que les enseignants de maternelle, ils se sentent souvent seuls à accompagner leurs élèves qui n'ont pas encore de prise en charge. Donc, on a parlé de l'importance du dépistage et de la prise en charge précoce, mais celle-ci, elle est confrontée au manque de connaissances sur le trouble du spectre de l'autisme des parents, des enseignants et parfois des médecins traitants pour alerter et orienter les familles. Elle est aussi confrontée aux difficultés d'acceptation des familles à entendre le besoin spécifique de leur enfant lors de l'entrée en collectivité. Elle est confrontée au délai de traitement de l'évaluation des besoins par la CDAPH suite à la première équipe éducative et au GEVASCO première demande, et aussi au délai de mise en place de ces moyens de compensation et de prise en charge par les professionnels comme les orthophonistes ou les CESAD. Donc, on peut penser que le travail en lien avec le médico-social implanté dans les écoles et la plateforme de coordination, elle a toute son importance pour permettre de réduire les délais. Ensuite, les enseignants ils se sentent aussi seuls pour confronter aux difficultés de communication, de compréhension des missions de chacun et aussi au manque d'informations qui sont communiquées par les partenaires existants, s'il y en a. Donc, la mise en place d'outils de communication, de partage réciproque des informations, elle est indispensable.
Ensuite, ils se sentent démunis pour faire face et gérer les troubles du comportement comme l'opposition, la provocation ou l'agressivité. Donc, ça peut avoir des conséquences importantes sur l'élève, son environnement, et ça peut poser un risque pour la sécurité de l'élève et des autres élèves ou perturber le fonctionnement de la classe. Certaines conduites de l'élève peuvent aussi remettre en question la posture de l'enseignant, qui aura nécessairement besoin d'un regard extérieur, de soutien de la part de professionnels formés, d'outils d'analyse fonctionnelle du comportement, d'accompagnement pour la mise en place de stratégies afin d'aider l'élève, mais aussi d'outils pour la gestion des émotions. Donc, dans l'école inclusive de demain, on peut penser que la sensibilisation et l'accompagnement sur le terrain au sein des écoles par des professionnels sera un levier non négligeable. Ensuite, comme autre obstacle, on peut parler de la gestion et du recrutement du personnel ESH dans les PIAL, qui n'est pas encore effective malgré la souplesse d'organisation que cela pourrait engendrer, parce qu'il y a un manque de dotation qui engendre des difficultés importantes sur le terrain. Les besoins, les recrutements ou le remplacement du personnel AESH n'est pas toujours anticipé. Les AESH, elles ne sont pas toujours formées, elles sont parfois partagées entre plusieurs élèves sur des temps très courts, dans des classes, dans des établissements différents. Donc ça ne facilite pas le lien entre les partenaires. Je pense qu'il faut encore réfléchir au statut de professionnalisation et de ces accompagnants, envisager éventuellement la possibilité de recruter des professionnels du service public qui sont formés, diplômés et dédiés à l'accompagnement des élèves TSA ou des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et pour les élèves TSA, on peut évoquer peut-être l'intervention d'accompagnants psychoéducatifs qui ont des connaissances sur les recommandations de bonnes pratiques, soit par le biais de conventions, soit qui seraient affectés sur un établissement scolaire. Ensuite, on peut évoquer la nécessité de formation et d'accompagnement in situ, car la plateforme Cap École Inclusive, ça reste une formation à distance. Elle ne remplace pas l'accompagnement et le soutien par des professionnels qui sont spécialisés et qui pourraient apporter beaucoup d'adaptation et d'aménagement en soutien aux équipes pédagogiques dans les écoles pour rendre les apprentissages plus accessibles. Donc, on peut penser que la mise en place de dispositifs de sensibilisation autour du spectre de l'autisme par le biais d'interventions régulières sur le terrain in situ et le prêt de matériel aussi spécifique, ça permettrait de répondre aux besoins et de favoriser le partenariat entre les professionnels. Ensuite, on peut évoquer la nécessité d'entamer une réflexion sur la conception universelle des apprentissages. Donc, l'enjeu de l'école inclusive, ça suppose aussi d'anticiper en amont les obstacles pédagogiques et didactiques, les prérequis, pour amener chacun des élèves à accéder au savoir et à voir l'inclusion en termes d'accessibilité des apprentissages. Donc, pour les élèves TSA en maternelle, du coup, ça suppose de prendre en compte les particularités sensorielles, de s'appuyer sur du matériel spécifique, des outils de communication adaptés, les centres d'intérêt de l'élève, la structuration avec des supports visuels, une pédagogie explicite. Donc, il me semble qu'en maternelle, si on a des classes de cycle avec plusieurs niveaux, des effectifs réduits, ça facilite la différenciation pédagogique et l'accessibilité. On peut aussi envisager la possibilité de faire du co-enseignement en s'appuyant sur les expériences de chacun et aussi de compléter ces savoirs par les savoirs opérationnels des professionnels du médico-social et de santé qui seraient rattachés soit à un secteur d'école ou qui pourraient intervenir régulièrement sur un établissement ou voire même présents à temps plein sur l'école en prenant référence aux dispositifs d'autorégulation qui existent dans certains départements. Donc, on voit bien qu'une école inclusive, il y a besoin de locaux, de matériel pédagogique adapté et disponible dans chaque classe qui permettent de répondre aux différents profils d'élèves, du matériel sensoriel, des coins de répit, des outils numériques de compensation, la structuration visuelle, etc. En conclusion, j'évoquerai que même si les axes de la circulaire pour une école inclusive, ils sont cohérents et ils semblent être des leviers pour aller vers une école plus accessible, les objectifs ils ne sont pas encore atteints par manque de moyens. Donc, je pense qu'il faut encore réfléchir à comment armer le système scolaire pour prendre en compte la diversité des élèves,
pour passer d'une école pour tous à une école pour chacun. On a évoqué les principaux leviers. Voilà, mais il faut aussi prendre en compte la priorité qui reste de répondre aux besoins pédagogiques des élèves, mais aussi aux besoins éducatifs et thérapeutiques de chacun et développer aussi leur autonomie. Donc, certains prérequis sont indispensables pour entrer dans les apprentissages et je pense qu'ils doivent être travaillés de manière intensive et régulière avec des professionnels formés et en partenariat avec des enseignants, comme c'est le cas dans les unités d'enseignement maternel autisme. Même si nous sommes dans une dynamique très positive, le système scolaire français actuel a besoin encore d'évoluer pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions tous les élèves TSA en maternelle. Ensuite, je ne sais pas si ça sera possible de partager, mais j'ai référencé les sources sur les textes. Sur les textes, également des liens pour aller plus loin sur l'école et réfléchir à l'éducation inclusive en général. Et puis des ressources sur la scolarité des élèves TSA et des points d'appui pour faire le lien entre la famille et l'école. Voilà. Merci Céline. Oui, donc effectivement, les diapos, toutes les présentations seront disponibles sur le site du CRA. Avant de donner la parole à Ludivine, pour les personnes qui ont des questions à poser, posez-les dans l'onglet discussion plutôt que dans l'onglet questions et réponses. À ce moment-là, il y aura uniquement les personnes du staff ici au CRA qui pourront voir vos questions et les traiter. Voilà. Donc, du coup, je passe la parole à Ludivine Bonnefoy, qui est psychologue dans une UMA dans les PO et qui va donc nous présenter son expérience dans cette UMA. Bonjour Ludivine. Bonjour. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est qu'une UMA? Alors, comme l'a dit Céline aussi tout à l'heure, donc l'UMA, ça signifie Unité d'enseignement maternel autisme. C'est un dispositif donc, qui répond à la mesure diagnostiquer et intervenir précocement du 3e plan autisme de 2013-2017. Et il se réfère au cahier des charges donc, et aux recommandations de la Haute Autorité de Santé de la NESM. Cette création de dispositif donc, nécessite 3 signataires, donc à savoir un représentant de l'établissement médico-social, l'inspecteur académique d'ASEN et le directeur général de l'ARS. Ok. Et puis, alors, combien d'enfants vous accueillez dans vos dispositifs et de quelle manière vous les accueillez? Alors, nous, sur l'UMA, donc comme c'est indiqué aussi dans le cahier des charges, on accueille 7 enfants diagnostiqués CSA, âgés de 3 à 6 ans et essentiellement n'ayant pas développé la communication verbale. Ces enfants donc, sont présents sur l'école sur le même temps que les autres élèves de leur classe d'âge et les temps sont consacrés aux apprentissages et aussi à l'accompagnement médico-social. Ok. Donc, au niveau des interventions, elles sont pédagogiques, éducatives et thérapeutiques. Elles se réfèrent donc au cahier des charges, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la recommandation des bonnes pratiques. Et elles s'axent sur des approches globales et structurées, réalisées donc par une équipe associant donc l'enseignant de l'éducation nationale, mais aussi des professionnels du médico-social, dont les actions sont coordonnées et supervisées. D'accord. Donc, du coup, de qui est composée cette équipe, puisqu'il y a à la fois effectivement l'éducation nationale et le médico-social? Alors, nous, sur le Soleil, donc, on a été créé en juin 2017. Donc, on accueille 7 enfants donc, âgés de 3 à 6 ans. Et donc, au niveau de l'équipe, on a une enseignante spécialisée, une équipe médico-sociale donc, qui comporte une éducatrice spécialisée, une monitrice éducatrice, pardon, une AMP, une éducatrice jeune enfant, donc tout à temps plein. On a la chance d'avoir une psychomotricienne à 90%. Moi-même, je suis aussi à temps plein sur le dispositif. Et on a également donc, un superviseur psychologue BCBA et on conventionne avec une orthophoniste pour des séances de 2 fois par semaine par enfant. Ok. Donc là, tu as bien planté le décor. Maintenant, est-ce que plus spécifiquement, tu peux nous dire quelle est la spécificité et comment fonctionne une UMA?
Alors, au niveau du fonctionnement, c'est vrai que ça instaure un cadre assez sécurisant et assez spécifique du coup dans l'accompagnement. On module des temps à la fois individuels et collectifs au sein de l'unité, mais aussi au sein de l'école. Et j'ai mis sciemment école parce que ça peut être au sein de la classe, mais ça peut être aussi au niveau de la récréation. Enfin voilà, c'est vraiment l'école globale. Donc, on s'axe sur un parcours de scolarisation donc basé sur le programme de l'éducation nationale. Donc avec le socle commun des connaissances, des compétences et de la culture, et au niveau des interventions éducatives et thérapeutiques précoces, qui constituent donc le projet d'accompagnement personnalisé en lien avec le PPF. Donc au niveau des interventions, on a des objectifs transversaux avec donc l'enseignante et l'équipe médico-sociale. Donc on travaille autour de la communication, le langage, les interactions sociales, dans le domaine cognitif, sensoriel, moteur, sur le plan aussi des émotions et du comportement, dans le développement de l'autonomie dans les activités et actes de la vie quotidienne et le soutien de l'apprentissage scolaire. Au niveau donc, des domaines d'apprentissage, sur ceux de l'éducation nationale, donc mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique et artistique, construire les premiers outils pour structurer sa pensée, explorer le monde. Ok. Et d'accord. Et donc, dans tout ça, comment vous travaillez l'inclusion? Comment est-ce que cette inclusion est mise en place? Et surtout, de quelle manière vous incluez les autres élèves de l'école et le personnel de l'école? Alors, j'ai fait une petite nuance parce qu'on parle d'inclusion et clairement dans la définition, normalement, c'est donc la pleine place de l'enfant au sein de la classe, dans le rythme et les différentes activités proposées au sein de la classe même et dans l'école. Sur le terrain, très concrètement, avec l'UMA, on est plus en fait sur des temps d'intégration des élèves. Donc, les élèves peuvent être du coup sur ces temps-là, sur des temps d'accueil, dans la manipulation des jeux autonomes en faveur des interactions sociales, ou sur des temps pédagogiques, donc avec sur du travail à table, qu'on travaille en lien avec du coup l'enseignante de la classe et l'enseignante de l'unité d'enseignement maternel. On peut faire aussi des intégrations sur les activités motrices et sportives, des jeux collectifs, les temps de regroupement en classe qui sont assez importants autant à l'UM où on travaille pas mal de prérequis aussi en classe, on va dire lambda. Et on fait aussi également de l'inclusion inversée, donc des élèves des classes de l'école qui viennent sur des temps spécifiques sur l'UM. Ludivine, avant de te laisser continuer, on a un mauvais son. Est-ce que tu penses que tu peux utiliser le micro de ton ordinateur? De l'ordi, je vais essayer. Pardon. Est-ce que c'est mieux? Redis quelque chose? C'est mieux ou pas? Non, il y a toujours un petit son. Non, c'est pareil. Pareil. Est-ce que je continue ou c'est Oui, continue. C'est bon? Oui. Au niveau du coup des temps d'intégration, on va dire, à visée d'inclusion, c'est vrai qu'on axe vraiment ce travail, on va dire, intensif et précoce au sein de l'UM dans la tolérance en fait de l'enfant au TSA, avec la proximité des autres élèves et dans l'acceptation du groupe, parce que la réalité est qu'on a des classes avec minimum 23-24 élèves, au maximum 28. Donc voilà, l'accompagnement donc sur ces temps d'intégration, il peut vraiment être rapide puisqu'il est guidé et accompagné par les éducateurs référents de l'enfant au sein du dispositif. On travaille essentiellement du coup en intensif au sein du dispositif où il y a des compétences prérequises, comme le disait Céline tout à l'heure. Donc rester assis, regarder l'autre, le matériel présenté pour augmenter l'attention conjointe, reproduire des gestes ou des actions pour développer l'imitation. On travaille également la réponse au prénom, suivre des consignes fonctionnelles simples, communiquer par le biais d'un support augmentatif ou alternatif au langage, comme le PEX ou le français signé, par exemple. On utilise donc, de par la formation de certains membres de l'équipe et moi-même, par exemple, du coup, des approches basées sur le SDM. Donc, on travaille sur l'entraînement aux réponses pivots et aussi essentiellement basé sur l'analyse appliquée du comportement. On axe essentiellement aussi le travail sur le développement de la communication fonctionnelle, donc avec des outils augmentatifs ou alternatifs à la communication.
On travaille sur un modèle d'habileté sociale médiatisé par les pairs et également aussi sur l'autorégulation émotionnelle, cognitive et comportementale. Donc, j'ai différentes approches qui nous permettent en fait d'évaluer d'une manière assez globale et structurer les objectifs des enfants, sont aussi un levier sur le travail qu'on mène autour de la guidance parentale, notamment basé sur le SDM et l'ABA. Les différents curriculums comme le SDM ou la VBMAP, qui sont des outils spécifiques, nous permettent vraiment d'évaluer les compétences, mais aussi les barrières, les possibilités d'orientation en milieu ordinaire. Les séances basées sur le modèle d'apprentissage en ABA peuvent être faites en individuel ou en groupe au sein de l'UEM, mais aussi des classes, cela le permet. On utilise donc des modèles d'enseignement du travail à table, donc ce qu'on appelle ITT, en intensif, ou sur un modèle de net plan basé plus autour d'une activité préférée de l'enfant. Tout ceci en prenant donc des données. Au niveau de la gestion des comportements problèmes, on se base essentiellement également du coup sur la prise de données, la mise en place de procédures comportementales tirées de l'ABA. Et au niveau de la guidance parentale, on a une spécificité un petit peu sur l'UM du Soleil, puisqu'on organise ces temps avec la psychomotricienne et moi-même, où on a chacune 40% de guidance parentale et donc on se base sur certains modèles pour accompagner les familles, donc comme le SDM, le pacte, l'ABA et la thérapie d'acceptation et d'engagement. Okay. Merci pour toutes ces informations. Non, tu n'as pas fini, excuse-moi. Oui, désolée. Je crois que c'est la dernière au niveau des interventions. Elles sont directes en classe d'inclusion, notamment et surtout au niveau des habiletés sociales que l'on médiatise avec les pairs. On fait une réelle sensibilisation à la différence donc, au sein des classes et aussi au sein de l'UMA où les enfants viennent découvrir aussi la classe et le matériel qu'on utilise avec nos enfants. On utilise également le modèle du père-tuteur en utilisant du coup le principe de médiation et de renforcement. Et après, voilà, l'autorégulation émotionnelle et comportementale, on fait un focus sur les besoins et spécificités de l'élève TSA en faveur de l'inclusion, donc en se basant sur une zone maximale de développement qu'on essaie de favoriser, notamment par l'apprentissage, par le jeu. Voilà. D'accord, merci. Et ben donc, du coup, que sont devenus les enfants déjà accueillis et déjà sortis? Du coup, depuis 2017, les 7 élèves qui sont sortis du dispositif, on a 4 enfants qui ont été accueillis en IME, un élève en UEA, un élève en ULIS avec soutien CESAD et un enfant en classe ordinaire scolarisé sur sa classe d'âge avec une AVS individuelle. Okay. Merci Ludivine pour ta présentation. J'imagine qu'on aura des questions à venir à la fin de la 3e et dernière intervention. Donc, nous allons... Après, je te laisse fermer. Merci. Donc, à présent, nous allons accueillir Madame Yahi, donc, qui est la maman de Yanis, qui va avoir 7 ans dans quelques jours, si je ne me trompe pas. Merci d'avoir accepté de participer à notre webinaire et d'avoir accepté de venir témoigner sur votre expérience. Alors, vous allez un peu nous expliquer le parcours de Yanis depuis qu'il est rentré en petite section à la maternelle. Et vous m'aviez expliqué quand on avait échangé que ce début de scolarité, il avait été un petit peu difficile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quel était le contexte surtout de son entrée en petite section de maternelle? Alors, bonjour, donc voilà la maman de Yanis, donc à sa rentrée, donc Yanis est né grand prématuré, est né au mois de décembre. Donc en fait, il est rentré à l'école alors qu'il avait seulement 2 ans et 9 mois, alors qu'en âge corrigé, il aurait dû rentrer l'année suivante. Donc il est rentré, il était pas propre, il ne parlait pas. Et en fait, on a interpellé le médecin depuis quelques temps, mais il ne pensait pas du tout qu'il avait des difficultés. Il associait toujours ça au fait qu'il soit grand prématuré. Donc en fait, on a commencé à avoir des rendez-vous et à rencontrer à venir au CRA ou MPEA à Pierre Plantade en cours d'année scolaire.
Voilà. Donc, le diagnostic n'est tombé qu'en janvier et ça faisait déjà 5 mois qu'il était scolarisé, où on était démunis parce qu'on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'avait notre enfant. La maîtresse l'était aussi et il ne parlait pas. Qui plus est, il ne parlait pas. Et il n'était pas propre. Donc, c'était première année très compliquée. On le laissait y pleurer, on le récupérait, il avait pleuré toute la matinée. Et il ne pouvait pas lâcher l'AVS une seule minute parce que c'était sa personne repère et sa personne ressource. Okay. Donc, voilà, première année difficile et notamment liée à un manque de communication, lui-même lié à un manque de connaissance finalement de ce que Yanis pouvait avoir comme difficulté au niveau de sa compréhension et de son expression notamment. Ok. Ensuite, vous avez déménagé, donc changement d'école, c'est ça? Changement d'école. Entre-temps, il était suivi sur l'hôpital de jour au MPEA et le dossier à MDPH avait pu être fait. On a eu l'aide humaine mutualisée sur l'école, sur la nouvelle école. Après, la difficulté avec cette aide humaine mutualisée, c'est que le deuxième enfant dont elle avait la charge était en situation d'handicap physique. Donc, c'est vrai que elle était un peu plus sur cet enfant-là que auprès de Yanis. En tout cas, cette école avait déjà reçu des enfants en TSA, donc ils connaissaient déjà, ils étaient informés sur les particularités. Donc, c'était quand même voilà, plus facile parce que nous, voilà, le diagnostic était tombé, même si on y a mis du temps et je ne pourrais même pas dire qu'il a encore à ce jour complètement accepté. Mais voilà, on avait des informations, des mots étaient dits et on était accompagnés dans ce parcours-là voilà, par le MPEA. Donc déjà, on en savait davantage. Donc en cours d'année, en tout cas, ils lui ont mis, vu qu'il y avait l'enseignante justement du MPEA qui a pu avoir quelques liens avec l'école, il y a un coin qui a été fait pour Yanis, qui a été aménagé avec un poste radio, une couverture, un coussin, parce que Yanis, voilà, pour se protéger, se couvre en totalité, et 2-3 jouets qui l'intéressaient particulièrement sur le moment. La même année aussi, j'ai fait la formation au PEX, parce que voilà, l'orthophoniste ne maîtrisait, voilà, n'était pas du tout formé. Voilà, ça n'a pas tellement servi, mais il y a eu quelques pictos d'utiliser en tout cas à l'école pour qu'ils se repèrent sur la journée et le déroulé des matinées, des demi-journées qu'ils faisaient à l'école. D'accord. La difficulté pour l'équipe enseignante, c'est que Yanis déambulait dans la classe. Donc, elles étaient, je pense que tout le monde était un peu convaincu qu'il n'apprenait pas. Mais en fait, il sortait, quelques temps après, il chantait une chanson qu'il avait entendue plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. Donc voilà, à force de connaître Yanis et les mois passés, elles ont compris que s'il assimilait des choses, même s'il n'était pas posé à un endroit comme les autres enfants. Et que voilà. Ça, du coup, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que vous avez tous pu observer un comportement différent et l'équipe enseignante a pu accepter cette différence et se dire, bon, il est dans la classe, il a un fonctionnement différent, mais visiblement, malgré ses déambulations, il intègre quand même l'information qu'on transmet. Oui, parce qu'au début, voilà, certaines personnes disaient, il déambule, il ne se passe rien, il ne fait rien, il ne parle pas, il ne répond pas. Se demander à quoi ça servait qu'il soit à l'école, en fait. Et voilà, quelques mois après, nous, on disait que la marche, ça a été pareil. Il a montré qu'une fois qu'il a su marcher, il s'est mis à marcher. Une fois qu'il s'est mis à réussir à sortir des mots, il s'est mis à les sortir vraiment, en fait. Et ça vient d'un coup au moment où on ne s'y attend pas. Et voilà, ça peut venir des semaines, voire des mois après. Voilà. Et aussi, en fin d'année, on a mis en place un casque anti-bruit qu'il a utilisé quelques semaines. Pendant une période, ça a été nécessaire, mais pas très longtemps. D'accord. Et puis, pardon. Il avait aussi un timer classique posé sur le bureau.
Ok. On a su là maintenant, on a su que cette année, hein, ça fait 3 ans qu'il est mis en place ce timer. Là, on a su cette année, en début d'année, que finalement ce timer ne fonctionnait pas. Donc, on a reprécisé aux maîtresses que nous, on utilisait l'application sur le téléphone avec la sonnerie et que ce timer avec la sonnerie fonctionne. Donc, Ouais. on a pu le généraliser, en tout cas, Ouais. partout. D'accord. Tous ces aménagements là que vous venez de citer, ils ont été mis en place en collaboration avec le CMPEA ou bien juste entre vous et l'enseignante et l'AVS? Comment ça s'organisait tout ça? Alors, la première année, ça a pu se mettre en place avec le MPEA, sauf qu'en fait, dès que Yanis, alors si je ne dis pas de bêtises, dès qu'il s'est approché des 4 ans, il a plus été pris en charge par l'hôpital de jour. Donc, vu la liste d'attente sur l'hôpital de jour, l'accompagnement et le lien fait avec l'enseignante spécialisée sur les écoles n'a pas pu perdurer. Donc, voilà, il y a eu une intervention, voilà, mais après, sur la durée, ça n'a pas pu continuer. Donc, par la suite, voilà, sur les années suivantes, ça a été nous, les parents, en lien avec l'orthophoniste et la psychomotricienne et l'équipe enseignante, où on a aménagé des choses en concertation. Alors justement, l'évolution, elle continue d'avancer puisque Yanis, après la moyenne section, passe en grande section. Et là, vous avez constaté encore d'autres aménagements et finalement, j'ai l'impression une évolution dans la communication entre les différents… Là, il a eu droit à une AVSI cette année-là, un peu moins de 20 heures, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais c'était divisé sur en grande section, c'était divisé sur 2 AVS. Donc, il y avait 2 AVS. La même année, il y avait 2 enseignantes et la même année, il y avait 2 ATSEM. Donc, en fait, la difficulté en première année de grande section, c'est que chacun avait un petit peu ses façons de fonctionner et ses règles. Et Yanis était complètement perdu parce qu'un jour, ça fonctionnait d'une façon, le lendemain d'une autre. Et clairement, cette année-là, tous les matins, il ne voulait pas se rendre à l'école. Voilà, c'était compliqué. Même si quand même, cette année-là, vu qu'Yanis commençait à parler, c'était quand même plus facile. Sur une des AVS, c'était la même que l'année précédente. Donc, elle commençait à connaître Yanis. Et c'était un repère. Et d'une certaine façon, les jours où elle était présente, ça le sécurisait. Clairement, le fait qu'il y ait une continuité, que ce soit les mêmes intervenants, je pense que c'est hyper important à la fois pour l'enfant parce qu'il repère la personne, mais à la fois pour l'intervenant qui apprend aussi auprès de l'enfant ses particularités propres, hein, à chaque enfant. Je trouve que c'est important. Et on avait quelques échanges avec cette AVS, notamment celle-là, pas les deux, mais avec celle-là, où elle nous transmettait les fiches qu'on reprenait. Cette année-là, on travaillait essentiellement sur les fiches. L'enseignante avait un enseignement vraiment basé sur des fiches. Donc, il ne les faisait pas, hein, clairement, à l'école. Donc, on les reprenait le mercredi et sur les temps de vacances. On essayait de reprendre ces fameuses fiches. Et ce qu'on a mis en place, nous, hein, à la maison, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que ces fiches, il fallait cacher tout le reste décrit sur la feuille pour qu'il focalise vraiment sur la demande à l'instant et qu'il soit face à un mur blanc. Enfin, voilà, des consignes que nous avaient apporté vraiment les enseignants de MPEA, qu'il n'y ait pas trop de stimulation autour, voilà, de stimuli. Et ces adaptations-là étaient reprises en classe aussi? Elles ont en partie, après, comme elles ont, par une des AVS en tout cas, comme elles ont pu et par une des AVS. D'accord. Vous m'aviez aussi parlé de 2 demi-journées de présence lors de la rentrée scolaire. En fait, on avait rencontré, avant les grandes vacances, on avait rencontré la future enseignante. On a senti que vu que son enseignement était beaucoup sur les fiches, c'était sa dernière année puisqu'elle allait partir à la retraite. Elle était un petit peu sur un autre mode de fonctionnement et quand on l'a rencontrée, on lui a proposé, moi je lui ai proposé de venir passer 2 demi-journées
pour lui montrer comment nous, on fonctionnait avec Yanis, comment on le faisait travailler à la maison. Et voilà, donc en début d'année, en septembre, je suis allée passer 2 demi-journées sur la classe Et pour ça a échanger aidé, avec elle. et ça a aidé Yanis, du coup, en tout cas en Oui, partie. je pense que ça a été un plus quand même de lui montrer comment il fonctionnait, que même s'il ne répond pas, parce que ça aussi c'est compliqué, même s'il ne répond pas aux questions, il apprécie comme n'importe quel enfant qu'on lui parle, qu'il existe. Même s'il ne répond pas, il existe, il est bien là, il entend ce qu'on lui dit. Et voilà, ce n'est pas parce qu'un enfant ne communique pas qu'il n'entend pas et qu'il ne comprend pas. Voilà, Ok, je pense que c'est important oui, de le préciser. tout à fait. Ouais. Et puis alors, il y a eu la 2e année de grande section. Là, encore des changements, mais toujours vers du mieux. Donc, on a demandé le maintien en grande section. Donc là, il a eu une AVS à temps plein. Je sais que c'est très rare sur Montpellier. On a cette chance-là. Donc, une AVS à temps plein. On avait insisté pour que ça soit celle qui le connaissait déjà depuis 2 ans. Donc, c'est resté la même. Et donc, voilà, une AVS à temps plein. L'avantage aussi, c'est que les séances de psychomotricité se faisaient en classe. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges aussi avec la psychomotricienne et l'équipe enseignante où elles ont pu mettre des aménagements en classe en place pour généraliser aussi les apprentissages et comment les outils utilisés. Donc, ça a été très intéressant que les séances puissent se dérouler en classe. On n'a jamais pu le faire avec les séances d'orthophonistes, mais je pense que ça serait un plus, ça serait quelque chose à développer pour multiplier les échanges, se voir davantage et enfin, voilà. Et donc, cette année-là aussi, bon, comme tout le monde a connu, on a connu le contexte sanitaire. J'ai été en télétravail, donc j'ai pu me rendre plus souvent sur l'école pour aller le récupérer ou l'amener. Et donc, on a échangé beaucoup plus sur les centres d'intérêt actuels qu'avait Yanis, sur les outils qu'on utilisait à la maison et qu'elle utilisait aussi à l'école pour essayer de se mettre d'accord sur aussi comment le reprendre, ce qui fonctionne à l'école, ce qui fonctionne à la maison et essayer de s'harmoniser un petit peu sur ce qu'on fait. Enfin, tout simplement, les alphas, là, les petites figurines qui représentent les lettres, ça fonctionne chez l'orthophoniste, mais ça ne fonctionne pas à l'école, ça ne fonctionne pas à la maison. Enfin, voilà, et se mettre au raccord un petit peu sur les outils qu'on peut mettre en place, ce qui fonctionne à un endroit mais pas à un autre, et sans aucun jugement, sans dire vous n'y arrivez pas, c'est parce que non, mais ah oui, ça fonctionne. Mais ça aussi, c'est sur la durée. La première année, c'est des échanges comme ça où tout le monde l'aurait mal pris, en fait, ce genre de réflexion. Nous, en tant que parents, honnêtement, je pense que je l'aurais mal pris et l'équipe enseignante aussi. Ça a pu se faire que parce que ils interviennent auprès de Yanis depuis 2-3 ans, ils le connaissent et on se connaît, on échange, on ne se porte pas de jugement, mais c'est sur la durée, en fait. C'est une relation qui se met en place, ça se crée et il faut des années, je pense, pour que ça fonctionne et qu'on soit ouvert à la critique, en fait, mais critique constructive, voilà. Oui, tout à fait. Et puis, et là, vous étiez de toute façon dans un échange de trucs et astuces les uns avec les autres. Voilà, c'est pas dans l'esprit de se critiquer, de se renvoyer la faute. Après, les premières années, c'est difficile à entendre pour les parents parce qu'on n'accepte pas et on se sent responsable. L'équipe enseignante est en difficulté aussi, donc il faut du temps. Je pense que pour tout ça, il faut du temps. Très bien. Et puis alors, il y a eu, parce que maintenant Yanis, il est au CP, donc, et ce que vous m'avez raconté sur la préparation du passage au CP, j'ai trouvé très intéressant. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous avez pu mettre en place pour le préparer à ce nouveau changement? Alors, ça a été en concertation avec la VSI. Enfin, franchement, elle est extraordinaire, cette AVS. J'ai vraiment de la chance, je le sais. Pardon. Mais donc, ça a été discuté avec les enseignants aussi, où on a pu, il y a eu des visites régulières de programmées, ça a été des visites progressives, où petit à petit, Yanis était allé dans l'école, il n'y avait personne dans la cour, ensuite il est allé dans la classe, il n'y avait pas d'enfants encore dans la classe, pour se repérer un petit peu.
Et c'est venu tout progressivement. Ensuite, il est allé dans la cour quand il y avait des enfants. Donc, il a vu un petit peu comment ça se passait quand c'est habité, quand il y a des stimulations. Ça a été de même pour la classe. Et la visite s'est faite avec la VSI et également avec une petite copine de classe avec laquelle il a plus, voilà, il y a une petite interaction qui se fait avec cette petite fille. Donc, ça a été aussi avec cette petite fille. Et ensuite, ça a été fait comme pour n'importe quel enfant, en classe entière, où ils sont allés visiter la classe de CP et l'école de primaire. Après aussi, l'avantage, ce qui a été possible, et que je sais que ce n'est pas le cas partout, c'est que les deux écoles sont côte à côte. Donc, pareil, l'enseignante de CP s'est rendue régulièrement en maternelle parce qu'elle est directrice, elle a des jours de décharge, donc elle est venue voir Yanis dans sa classe en maternelle aussi. Il y a eu des deux côtés. Et Yanis, il y a une préparation au CP qui s'est faite bien avant la fin de l'année scolaire. Oui. Nous, les derniers mois, même je crois les 2 derniers mois de l'école, dès qu'on passait devant l'école, on lui disait « Yanis, tu as grandi, l'année prochaine, tu seras dans cette école ». Donc, ça a été, voilà, l'été, on lui a bien répété qu'il allait passer chez les grands. Et oui, ça a été préparé sur plusieurs mois, son passage au CP. Il y a eu des aménagements particuliers dans la classe? Alors, il a également un coin bureau tout seul avec des pictos, le déroulé de sa journée pour les moments où il travaille, où il faut qu'il soit un peu isolé. Et ensuite, il a une place aussi dans le groupe où il va de petit à petit. Donc, le timer, là, on s'est rencontrés assez rapidement avec les équipes enseignantes. On a reparlé du timer et on s'est rendu compte que, comme je disais tout à l'heure, que nous, ça fonctionne à la maison, mais c'est l'application avec la sonnerie. Donc, même encore, des fois, on parle de timer comme ça, on pense la même chose, sauf qu'il faut repréciser, il faut se voir régulièrement pour repréciser de quoi on parle et si on parle bien de la même chose. Il y a eu des rencontres aussi l'année passée qui ont aidé quand même à cette entrée en CP, des temps avec la psychomotricienne et l'orthophoniste qui sont venus en dehors d'équipe éducative, qui sont venus rencontrer l'équipe enseignante pour se mettre d'accord sur les enseignements. Et là, on a échangé aussi à la rencontre qu'il y a eu là, à la rentrée, sur les centres d'intérêt actuels de Yanis. Donc, lui, il est très intéressé par les voitures et par les Citroën. Donc, l'AVS adapte les fiches et essaye de vraiment le capter sur ce qui l'intéresse. Donc, c'est quand même beaucoup de travail de sa part et un investissement voilà, personnel de ce qu'elle propose. Et voilà, je pense que Ok, très bien. Du coup, pour conclure, parce qu'on me fait signe à l'oreillette qu'on doit conclure, merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut conclure en montrant que clairement votre expérience montre l'importance de la communication entre les parents et les professionnels de l'école? Oui, oui. On est d'accord là-dessus. Je pense que personne ne nous contredira sur ce point. Et moi, ce que j'avais envie de souligner pour terminer, c'est montrer aussi à quel point l'information sur le trouble et donc la sensibilisation aussi est importante, à la fois chez les parents et à la fois chez les professionnels, évidemment. Et c'est évidemment à partir du moment où on partage tous des connaissances sur le trouble qu'on peut commencer à communiquer et à échanger de l'information et à partager les trucs qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas et puis à corriger des choses. Et ça se ressent aussi, je pense, beaucoup dans votre témoignage, notamment déjà de votre part, parce que je pense qu'avec le diagnostic posé, vous avez pu avoir accès à plus d'informations, plus de connaissances sur le trouble de votre enfant. Et puis, vous êtes retrouvé dans une école qui avait déjà une petite habitude de l'accueil d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, ce qui a, je pense, aussi facilité cette communication. Oui, et aussi avoir une continuité dans les intervenants, que ce soit toujours les mêmes. Parce qu'au début, juste je relève, mais pour trouver une orthophoniste, nous on en avait trouvé une, ça a changé
elle est restée 4 mois, elle est partie, elle avait posé le premier diagnostic. On a une autre orthophoniste qui n'était pas du tout formée à l'autisme, qui a dit, je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous, mais je veux bien faire les séances. Ça a duré 6 mois. Il a fallu en retrouver une autre. Et en fait, c'est très important que ça soit, je trouve, pour notre part, à l'expérience personnelle, mais c'est très important que ça soit les mêmes intervenants qui connaissent l'enfant et pour avancer et permettre de se dire des choses plus facilement. Quand ça change en discontinu, c'est très difficile de connaître l'enfant et de s'investir et de pouvoir avancer. C'est compliqué, je pense. Oui. Merci, Madame Yaïs. Merci. Du coup, on passe, il nous reste peu de temps, donc on va rapidement passer aux questions qui ont été posées. Alors, je pense que la première question concerne la présentation de Céline sur le partenariat, sur l'éventuel partenariat ou en tout cas la position d'un CMPEA dans le partenariat avec l'école. Oui, moi, en tant qu'enseignante rattachée au CMPEA à l'hôpital de jour, du coup, j'interviens en tant que personne ressource, plutôt pour apporter un soutien aux enseignants, déjà aux enseignants, aux AESH et en lien avec les familles, et notamment faire le lien entre les différents partenaires. Donc, je pense que ce lien, comme on l'a évoqué, il n'y a pas toujours le temps de le faire alors qu'il a toute son importance, de se retrouver autour d'une table et de partager entre les différents lieux de prise en charge, orthophonie, libérale ou le médico-social ou le MPEA, ce qui fonctionne en fait et ce qui permet de faire avancer l'élève et de lui permettre de généraliser ses compétences. Donc du coup, ce lien, il est particulièrement important. Et la prise en charge qui a lieu aussi au MPEA permet de donner à la fois aux familles les préconisations, des outils, etc. Et aux enfants dans la prise en charge à l'hôpital de jour, de travailler certains prérequis au niveau de la communication, de la gestion des émotions, etc. Et ces outils, c'est bien de les partager pour qu'ils puissent être réinvestis dans les établissements scolaires aussi. Donc, comme le disait la maman de Yanis, les interventions aussi au sein de l'école permettent de faciliter cette généralisation parce que le lien il est plus régulier et l'enseignant voit fonctionner la psychomotricienne ou l'orthophoniste qui intervient sur l'école. Donc, ça, quand c'est régulier, ça facilite encore plus la généralisation des compétences. Ouais. Une deuxième question, je pense, qui te concerne aussi, c'est comment est-ce que dans le cadre des UEE, on peut pallier à une trop grande hétérogénéité des profils des enfants? Parce que parfois, la simple mise en place d'outils de communication et les adaptations qu'on peut mettre peuvent ne pas suffire. C'est une question piège. Non, mais après, oui, je dirais, moi, j'interviens surtout avec des enfants qui sont scolarisés dans des classes ordinaires avec aide humaine, et notamment en maternelle aussi, où les enseignants rencontrent des difficultés, des unités d'enseignement externalisées. En maternelle, il n'y en a pas. Après, il y a les unités d'enseignement maternel autisme, où en effet, c'est de 3 à 5 ans. Après, comme je le disais, le fait de faire des classes de cycle déjà en maternelle avec plusieurs niveaux, ça permet d'avoir du matériel adapté différent, d'avoir différents supports, différents outils qui peuvent permettre de répondre aux besoins de chacun des élèves et pas que pour un élève TSA en fait, parce que chaque élève, voilà, comme l'a dit la maman Yanis, un garçon qui est né fin décembre, il rentre en maternelle, c'est pas pareil qu'une fille qui est née début janvier en petite section. Donc déjà, rien que dans une classe de petite section, l'hétérogénéité, elle y est. Et tous les enfants ont des besoins différents dans une classe, en fait. Donc, si on leur propose des choses différentes, on ne peut pas différencier pour chacun, mais si on a plusieurs outils, plusieurs supports différents, ça facilite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci. Par rapport aux UEMA, est-ce qu'il existe un budget, est-ce qu'il y a une différence de budget entre l'unité d'enseignement et l'IME ou voilà. Est-ce que tu sais? Je suis peut-être pas la meilleure placée pour parler de budget, mais clairement, oui, je sais qu'il y a un budget qui est vraiment alloué et attitré au cahier des charges des UEMA qui est différent de celui des IME. Après, effectivement, j'ai vu du coup, au niveau de la question financière, c'est vrai qu'il y a tout un travail en fait tripartite avec du coup le budget attribué par l'ARS
l'association Nous Sauvis, du coup, qui a porté le projet de la création sur le Soleil, avec la mairie qui, du coup, nous donne aussi accès aux locaux d'une classe dans l'école, avec, du coup, l'association qui, elle, a budgétisé tout le matériel et spécialisé de la classe même de l'UM. C'est ça, chacun finance en fait un peu les choses en ça. fonction de son domaine d'expertise. Une autre question avait été posée sur le fait que cette UE a été créée grâce à l'association Joseph Sauvy. Alors effectivement, les unités d'enseignement maternel et les unités d'enseignement tout court d'ailleurs sont gérées par des associations de type Joseph Sauvy. Oui, c'est porté par le médico-social, mais c'est vrai que les budgets, c'est l'ARS qui déploie le budget pour la création. Merci. Enfin, on a juste un remerciement. Merci pour votre témoignage de maman. Je suis AESH et j'ai bataillé pour suivre pendant plus de 3 ans le même enfant. La DACN ne voulait pas que je continue car il va s'attacher. Les parents et moi avons bataillé, des mentalités à changer. Voilà, c'est juste un message. Bien, ouais. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer. Je vous remercie pour vos interventions. Et pour le public, du coup, le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube du CRA en replay d'ici quelques jours. Merci. Je vous remercie. Au revoir.